d'encourager et favoriser la coopération Maroc-Afrique par une politique de libre-échange, de libre circulation des individus, d'échanges culturels et de partage d'espérance sur le plan de la démocratie. Excellences, messieurs, distingués invités, nous ne pourrons clore cette allocution sans remercier les organismes et les bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour réaliser à bien cette manifestation. Nous citons l'OIM et le ministère des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, ainsi que l'ambassade de la RDC et l'ambassade d'Angola. Et enfin, permettez-moi de dire un mot pour cette association qui vous reçoit aujourd'hui. L'ASEM est une plateforme regroupant des ressortissants d'Afrique subsaharienne, créée en 2006 par M. Marcel Aligueto moi-même. Cette association a été reconnue légalement le 24 avril. Elle attend participer au dialogue des cultures et contribuer à leur compréhension à travers des activités socio-éducatives, l'apprentissage de la langue et la formation professionnelle pour faciliter l'intégration des étrangers au Maroc et lutter contre l'immigration clandestine, l'exclusion, l'inégalité et la discrimination en favorisant le dialogue interculturel. Sa mission est d'être à l'écoute des migrants autour des axes essentiels, soutien scolaire, formation professionnelle, intégration durable par l'encouragement des micro-projets, les retours volontaires avec dignité, l'économie solidaire et droits humains. Chaque dernier samedi du mois, l'association Afrique Culture Maroc organise dans le cadre de son projet les dialogues interculturels sous le thème « Mieux se connaître pour vivre ensemble », des visites guidées au profit des enfants des migrants et des Marocains de l'âge de 7 ans à 16 ans et aussi des rencontres entre les adultes autour d'une tasse de café. Le but de ces rencontres est de sensibiliser les uns les autres à mieux vivre ensemble. Forte de sa proximité avec les migrants dont elle tire son expertise et son savoir, l'association Afrique Culture Maroc a su établir des partenaires solides avec plusieurs interlocuteurs. Nous pouvons citer par exemple l'association Shems El Marif à Rabat pour les formations de menuiserie, coupe et couture et mécanique. L'ambassade de la RDC pour son soutien à chaque fois l'association organise ses activités. Le ministère des Affaires de la Migration, l'Organisation internationale pour les migrants et la délégation interministérielle des droits de l'homme, ainsi que l'Observatoire national des droits de l'enfant. Et aussi, nous travaillons en collaboration avec des partenaires tant officiels que privés dans le cadre de l'accompagnement des travailleurs immigrés pour une meilleure intégration à travers les cours de langue arabe, français, espagnol et anglais. Et d'autres formations professionnelles telles que la menuiserie, je viens de le citer, mécanique, coupe et couture avec l'association Shems El Marif. Je m'arrêterai sur ces quelques mots, sans oublier une fois de plus de remercier très sincèrement l'Organisation internationale pour les migrants, grâce à qui nous avons pu organiser ces séminaires. Les remerciements s'adressent aussi au comité d'organisation présidé par notre ami Mutombo Kaanda, le secrétaire de l'association, ainsi que les centres culturels africains. Je souhaite à tous qui êtes venus de différents pays et villes du Maroc, à nos invités qui vont nous accompagner pendant ces 2 jours, à nos diplomates pour votre présence qui témoigne votre souci de nous voir réussir dans notre démarche, à vous tous qui allez contribuer à cette réflexion commune. Bon travail et plein succès. Je vous remercie. Merci à M. Marcel Amieto, président de l'association Afrique Culture. Nous allons sans plus tarder passer à notre prochain intervenant, M. Abdelatif Beka, qui est président du... C'est que le capital, et ça on devrait, le capital immatériel des immigrés africains ne s'improvise pas. Il ne s'improvise pas à la dernière minute. C'est un produit d'une culture, de l'art africain, mais il se résume dans une pratique économique avec des avantages comparatifs. Le capital matériel ne se décrète pas par un daïr ou par un discours ou une régularisation. C'est un état d'esprit de préparer la population à une cohabitation de long terme, car la population va se marier, nous allons avoir des enfants, nous allons avoir les mêmes écoles. Ce sont des individus où il faut préparer la naturalisation, il faut préparer tout ceci. C'est ça la politique d'une façon générale et globale. C'est une culture aussi de la démocratie d'ouverture vers la méritocratie de chacun, mais la démocratie pour tous. Quitte à ce que dans les premières étapes, comme dans les pays européens,
les étrangers qui payent des impôts ont droit à un vote local. C'est important. Autre chose, c'est que le capital immatériel, c'est aussi de savoir investir sur la formation sans surpayer les autochtones et sous-payer les Africains parce qu'il y a une pression du marché. Le capital matériel, c'est aussi une éthique économique qui est un levier mathématique pour les entreprises qui se lancent dans une coopération sud-sud, exactement comme fait la France, quand elle a besoin de faire une coopération sud-sud, parce que l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest également, c'est un marché gardé de la France au même titre que le Mexique pour les États-Unis, on envoie les euros africains. Je ne dis pas les Maroccos, les euros africains, c'est-à-dire qu'ils ont une nationalité double continentale ou alors des binationaux. Le matériel, le capital immatériel, c'est aussi la transparence politique. Il faut que les gens qui sont en Afrique et qui choisissent, qui ne subissent pas de choisir au Maroc, il faut qu'il y ait une visibilité sur 20 ans. Cette visibilité, c'est de mettre les phares sans mettre les moteurs. Problème économique, on le réglera plus tard. Mais pour le moment, il faut qu'on ait une visibilité sur décennale, avec l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser au niveau de la société. C'est donc aussi un instrument de cohérence, la politique, qui donne ce qu'on appelle en termes sociologiques des projets d'action collective. Ni plus ni moins. Le capital matériel, le capital immatériel des immigrés immigrants, ce n'est pas une charge budgétaire, c'est un investissement que nous faisons pour la qualité, pour l'image du pays, et qui est considéré aujourd'hui comme le moteur de la croissance, car l'Europe, l'Afrique aujourd'hui avec ses 5-6% de croissance, elle est considérée pour l'Europe jusqu'à preuve du contraire comme le moteur de la croissance pour plus tard. Parce que l'Afrique fait aujourd'hui 5 à 6%. Or, les chiffres de la Banque mondiale et du FMI et même de l'OCDE au niveau de l'Europe, c'est 1,2, c'est 1,3, même l'Allemagne c'est 3,4. Et les États-Unis, ça ne dépassera pas 3,8. Donc la croissance, c'est la Chine qui est à 2 chiffres et c'est l'Afrique au plus tard. Et donc les Africains peuvent jouer un grand rôle dans la coopération sud-sud et l'installation. Il ne s'agit pas de dire aux Africains, venez avec une ouverture d'oxygène et vous allez prendre le métier des autres ou le boulot des autres. Non, le capital, c'est de créer leur propre emploi. C'est d'être des entrepreneurs et là, ils créent, ils peuvent revenir dans leur pays en mettant le lien entre le Maroc et quand même plus tard, il faudrait qu'il y ait un mouvement d'abattre les frontières. Les frontières, nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui, on a un retard encore d'un siècle. La mondialisation, il n'y a pas de frontières, je dirais économiques, pas de frontières culturelles, pas de frontières satellitaires des images. La mondialisation, qu'on le veuille ou non, elle casse tout, elle détruit tout, elle rentre par les petites fenêtres qu'on appelle les satellites. Ces images satellitaires, on a la même information dans le monde entier. Et c'est très important, il y a une formation unidimensionnelle d'un individu qui est dans le monde. Le monde est devenu, comme disent les Américains, un petit village. C'est très important. Le capital d'abord, pour capital immatériel, pour les immigrés africains, c'est d'abord aux économies régionales sous-développées d'Afrique ce que le missile et tout sous-marin nucléaire dans les pays développés. Ça sert d'arme tactique pour la conquête des marchés vers l'extérieur et ça sert également d'arme dissuasive pour la protection des marchés intérieurs sud-sud. Je vous remercie. Merci encore à M. Ricard, j'espère que je l'aime bien. Le professeur, merci. En tout cas, nous savons que le chemin vers cette intégration, elle est longue, mais l'investissement, comme vous avez dit tout à l'heure, est le maître mot pour réussir parfaitement cette intégration. Voilà, puisqu'une intégration aussi, c'est un volet culturel, nous allons inviter pour son intervention monsieur le coordinateur du Centre culturel africain, monsieur Parfait Ichungouré, qui va nous donner ce discours justement dans le volet culturel, bien sûr. Le représentant de l'OIM, monsieur Marcel Amieto, le président Afrique Culture Maroc, honorable assistance, c'est un honneur et un plaisir d'assister à ce début de conférence qui va nous permettre d'examiner l'avancée de la politique migratoire du Maroc qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI l'année dernière.
Comme vous savez, même si personnellement je ne suis pas d'accord du fait qu'on dise que le Maroc est devenu toujours au lendemain une terre d'accueil, ça fait des années que le Maroc l'est effectivement. Comme disait le ministère des Affaires de la Migration, personne ne peut affirmer ou attester qu'il est d'origine marocaine. Depuis des milliers d'années, le Maroc a accueilli toutes les civilisations occidentales, romaines, judéo-chrétiennes et africaines pour former ce qui est devenu aujourd'hui le Maroc actuel. Et c'est pour cela que le Centre culturel africain n'a pas trouvé de meilleure terre pour pouvoir se poser et grandir. Le Centre culturel africain, c'est d'abord une initiative de subsahariens qui ont été éduqués, formés au Maroc, dans le but de pouvoir développer les échanges interculturels qui doivent déboucher vers les échanges économiques. Puisque quand on ne connaît pas l'autre, on se méfie. Il y a des préjugés, il y a des stéréotypes. Avec des stéréotypes, on ne peut plus rien bâtir qui puisse faire avancer l'Afrique. C'est pour cela que nos partenaires sont d'abord les opérateurs économiques qui ont réussi en Afrique subsaharienne. Je peux citer Somagec, je peux citer Guinea-Nipia, Micomar, qui nous accompagnent pour qu'on puisse non seulement parler de tous les avancées qui ont été faites par le Maroc au niveau de la coopération bilatérale Sud-Sud, notamment par la formation de l'élite africaine depuis des années 1980, et puis aussi de ce fait que non seulement le Maroc est devenu terre d'attraction. Qui dit terre d'attraction, ça veut dire qu'il y a des talents. Des talents sont parmi ceux qui viennent ici, non seulement les artistes, mais aussi les intellectuels qui ont des choses non pas à demander au Maroc, mais aussi à offrir. C'est pourquoi nous pensons que la culture, c'est d'abord un chemin unique de pouvoir reconnaître, identifier, et puis enfin intégrer pour des coopérations sud-sud pérennes qui vont nous permettre à l'Afrique, puisque c'est l'avenir de l'humanité. Nous sommes actuellement 1 milliard de personnes et nous sommes l'avenir de ce monde. Ce qui veut dire que la culture, c'est le seul chemin qui va nous permettre de nous connaître et puis après de pouvoir faire des relations économiques pérennes. Donc je vous remercie sans être long. Nous vous convions demain à notre intervention comme culture en tant que facteur d'intégration socio-culturelle. Je vous remercie et ayez une bonne conférence. Pour ceux qui ont des questions à poser aux différents intervenants, vous pouvez le faire là maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut la poser, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour passage. Moi, c'est Stéphane Moma. Et je voudrais demander une question au président de l'association ACNM. Pour le programme l'avancée de la régularisation des parents. Il y a des fois où on est dans la rue, on parle que si vous êtes régularisé, il y a des moments, après une année de renouvellement, il y a un problème qui va se poser. Pour renouveler un dossier, il semblerait qu'il faut avoir un contrat de travail. Aussi longtemps, on n'est même pas vraiment très bien dans l'insertion dans les rangs marocains en tant que professionnel. Dans les rangs professionnels. Et au cas où la carte de séjour est expirée, et pour la régularisation, s'il y a un préalable qui se pose encore, qu'est-ce que nous devons faire? La deuxième question, ça va passer auprès du monsieur, pour savoir, ayant des cartes de séjour, et nous demandons aussi que vous qui êtes là, vous soyez nos porte-parole, de parler aussi, de plaider pour les subsahariens. Puisqu'il nous avons aussi besoin dans le subsaharien, il y a aussi des grands talents. Parmi nous, on peut trouver aussi, il y a les juristes, il y a des techniciens, il y a des économistes. Et nous demandons aussi d'avoir des formations afin que nous soyons bien intégrés dans la société marocaine. Je vous remercie. Monsieur le professeur, vous allez commencer par votre question. Peut-être il y a deux comme ça, il y a d'autres questions. Voilà. Voilà, il y a le professeur Belgendoz.
Merci à nos amis d'avoir organisé ce débat. Donc, moi, je voudrais d'abord faire quelques petites remarques concernant l'usage qui est fait un petit peu maintenant du concept de capital, s'agissant de la migration, capital immatériel, capital humain. S'il s'agit effectivement, en gros, de le dire avec l'objectif que la migration est un plus, que la migration est un potentiel, à la fois de savoir-faire, d'organisation, culturelle, d'accord. Qu'on doit tenir compte également, non pas en termes voilà, enfin de dépenses supplémentaires ou autres, etc., mais encore une fois d'enrichissement. Mais j'attire l'attention simplement sur le fait que on parle de capital matériel, ça on sait ce que c'est, les usines, capital immatériel, certains éléments ont été décrits par notre ami, en matière de gouvernance, en matière d'organisation, etc. Parfois, on ajoute à notre vocabulaire capital humain, pour dire par exemple que les transferts... Voilà, nous allons prendre la démarcation, j'espère, pour pouvoir répondre complètement. Vous pouvez poser votre question si vous avez une voix qui porte, s'il vous plaît. Pour les gouvernements des pays subsahariens, pour justement, pour ne pas tomber, comme on dit toujours à cet Eldorado, parce que les Africains, là où ils sont, ils se disent, ok, au Maroc, ça y est, on peut partir, on peut vivre, on nous donne du boulot, on nous donne du papier, donc ça y est, l'Europe finit, mais c'est maintenant le Maroc. Mais est-ce que le gouvernement marocain a essayé de parler avec ce gouvernement pour voir si cette politique migratoire, quels sont les rapports, quels sont les freins, quels sont les moyens de développement pour enfin aider aussi ces immigrants et ne pas trouver le Maroc comme un pays Eldorado comme on trouve en Europe, mais plutôt cette politique puisse aussi être développée dans les pays de provenance, en fait que ces gens ne puissent pas être incités à venir au Maroc en masse en pensant qu'ici il y a tout, comme ils pensaient qu'il y a en Europe. Alors je voudrais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que le gouvernement a pensé ou quels sont les rapports entre ces pays ou ces gouvernants africains. Il n'y a aucun ministre sur la tribune. Ah. Mais la question est posée, donc on peut réfléchir sur ça. Il n'y a pas de problème. Je dis merci au président Marcel pour l'invitation. J'aimerais savoir par rapport à, à cette nouvelle politique migratoire si on a aussi pensé, parce que lorsque on importe la culture, la science, il y a aussi la foi, ce qu'on appelle cette liberté de confession religieuse. Est-ce que le gouvernement a aussi pensé de donner cette liberté, d'autoriser à ce que les immigrés puissent organiser des conférences, des débats, des réunions dans les cadres religieux? Merci. Voilà, nous allons permettre déjà à M. Fikak, pardon, excusez-moi, de pouvoir répondre à des questions. Et bien après, nous allons aussi avoir l'intervention de M. Marcel Amieto pour d'autres volets de la question. Bien, j'ai 3 ou 4 questions. Je ne prétends pas répondre à toutes les questions parce que nous manquons de données, mais d'une manière générale. La première intervention, le Maroc, comme dans tous les pays du monde, il y a un brassage, mais il faut faire la différence entre une immigration et entre un envahissement. Lorsque vous avez les Romains, les Grecs, les Turcs qui sont arrivés jusqu'à Alger, jusqu'à Oujda, mais n'oubliez pas que le Makhzen, c'est-à-dire les Goum et le Makhzen, a été formé, les généraux,
a été formé par les Turcs. Nous avons même la terminologie turque, le Bacha, Règle Ara, Règle Mia, Règle Elf. Ce sont une terminologie qui est turque. Finalement, d'une manière générale et d'une philosophie, il n'y a pas de spermatozoïdes purs. Il n'y a que des purs bâtards. Le Maroc fait en partie, c'est un brassage. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, la problématique ne se pose pas en termes ariens, qui est le pur des... Vous-même, vous êtes ici, et vous êtes arrivé au Maroc, par rapport aux autres, vous êtes sur les 10 000 spermatozoïdes le meilleur qui est arrivé ici. D'accord? Donc la problématique au sens biologique ici ne se pose pas. Qu'est-ce qui se pose? C'est le problème de la mondialisation avec des mouvements migratoires. Comment faut-il les contrôler? Car il y a un problème d'économie. Est-ce que le Maroc a une politique de fermeté, une politique humanitaire pour pouvoir absorber l'ensemble, comme dirait Rocard en France, la misère du monde? Ce n'est pas possible, ou la misère africaine. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, politiquement parlant, je disais, en termes de droit, quand nous parlons d'une société d'état de droit et pas de passe-droit, le droit ne se donne pas par hasard. Il s'arrache par les forces politiques. Il s'arrache par les organisations. Il s'arrache par la méritocratie. Il s'arrache par la démocratie, qui est une grande école humaine de compréhension, quand il y a des partis politiques qui jouent le jeu de la démocratie, qui sont des outils de changement d'un pays. Il y a 3 choses pour changer un pays. Le premier, c'est de changer les leaders. Et alors ils jouent le rôle de locomotive et ils traînent les wagons. Ou alors ils sont retenus. Deuxième structure au niveau du changement des sociétés, c'est le changement des structures, c'est le changement des constitutions, c'est le changement, et nous verrons tout à l'heure, et je relis la question par rapport à la question religieuse. Vous savez que dans la première version que j'ai lue de la Constitution, il y avait liberté de conscience. Au Maroc, il n'y a qu'un seul terme dans le préambule. Le texte ne parle pas quand on dit la religion musulmane, l'islam et la religion d'État. Mais beaucoup de juifs marocains posent la question. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas islamistes, il est marocain. Comment voulu lui imposer? Donc s'il y a des chrétiens aujourd'hui, ça ce sont des problèmes qui se poseront, car l'intégration signifie qu'il y a pluralité. Mais là, la France ne l'a pas fait comme ça. Il lui a fallu 2 siècles pour la Révolution française 1789. 2 choses dans la Révolution dont il faut, monsieur, prendre une leçon qui a été mondiale. La première, c'est le droit de l'homme. C'est eux qui l'ont créé en 1848. Tous les hommes naissent égaux, tous les spermatozoïdes égaux, grands, petits, grands, etc. Tous en droit. Mais il n'y a pas certains qui ont plus de droits que d'autres. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième, le pouvoir se prend et vous le donne le peuple. Et le peuple vous l'enlève. C'est pas par Dieu. Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Dieu va favoriser l'un et pas l'autre. Il va donner une préférence à une religion par rapport à une autre. C'est pour ça que la France est passée à la laïcité. Il y a un certain nombre de pays. Mais ça, on y arrivera peut-être dans 2 siècles. La problématique commence à se poser maintenant avec l'État islamique, avec etc. Comme disait un ancien ministre de la Culture de Gaulle, le 21e siècle sera ou militaire ou religieux. C'est ce que nous vivons. Donc, le droit, il faut lutter pour mettre votre place. Et là, nous sommes dans un pays où c'est un capitalisme libéral, il y a la loi du marché. L'État ne peut pas tout faire. C'est les Africains, comme les Marocains, comme disait un peu Kennedy, il ne faut pas penser que l'État va vous donner quelque chose. Convoquant l'opération de régularisation est très claire que les cartes de séjour seront renouvelées selon la loi en vigueur. Et nous, à l'époque, au niveau de l'ODT immigré, nous l'avons dit qu'on ne peut pas renouveler les cartes selon la loi 0203, puisque les bénéficiaires de cette carte, ceux qui ont reçu les cartes au mois de janvier jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'accès au travail. Et dans leur carte, les motifs, c'est travail. Comment ils vont-ils prouver qu'ils ont, ils ont du travail, des contrats de travail? Donc ça sera difficile. Nous allons continuer à demander au gouvernement d'autoriser les renouvellements exceptionnels des cartes de séjour l'année prochaine. Voilà.
Justement, nous allons revenir après cette pause sur le code du travail pour être mieux élucidé par Maître El-Kbir Lessengen, avocat au barreau de Rabat. Nous allons aussi suivre après cette pause Madame Maud Despresseries, qui est coordinatrice du programme AGRM, Association Droits et Justice. Mais avant, je vais inviter nos musiciens pour nous accompagner justement en musique dans cette pause. Merci encore à vous. Président de la communauté congolaise à Maroc pour la journée à l'élo, ils ont été organisés par votre ami congolais Marcel Amieto pour la journée Oyo par rapport à l'association avec sa personnalité pour la nouvelle politique migratoire à Maroc. M'impressionne les années où soit et là on aurait koloba on a kati kolobité par rapport à la journée à l'élo. Déjà les années événements le fait que ça soit déjà organisé par un compatriote, président en tant que président il y a Congolais, et que mon ambition il y a Congolais a une initiative pour la président de l'association Akatia Mouraouro, pour réunir aussi les Africains
initiative d'organiser une conférence à Bénissi Batouélé au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, professeurs, moni, journalistes et puis les pays d'Afrique, européens, pour en parler sur une nouvelle politique, ils ont un nouveau pour la fierté africaine, et puis ils ont aussi un nouveau autorité au Maroc. Et ils commencent à comprendre que nous avons pris les choses en main. Et que nous sommes la mettre, il y a l'intégration de la mission de Kanakati en Maroc. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Par rapport à parcours naé Nakati à Maroc, est-ce que elokoni ezako soit adrénaline rose par rapport à parcours n'est pas comme Matina pour organiser le Kabou. Moi, c'est un gars que je connais. C'est déjà le courage qu'il a. On n'est pas avoir peur et avoir montré. Cette initiative, mais des fois, ce qui manque aux gens, c'est le courage d'entreprendre. Et ça, c'est ce que nous demandons surtout aux Africains. On a des sauts, il des mais des fois, ce qui nous manque, c'est ce courage-là. Alors, pour lui, au-delà, il y a la qualité de nos amour intellectuel, physique, moral, spirituel. Ce que je vois en lui de plus, c'est ce courage qu'il a, d'avoir affronté, il a prendre l'initiative, ce courage de toquer, même si on a des choses difficiles, mais lui il prend les risques. Et alors, comme on dit toujours dans la Bible, celui qui demande, celui qui cherche, trouve. Et aujourd'hui, parmi les résultats, il y a recherche, il y a résultats, il y a courage, l'initiative, donc c'est quelqu'un à encourager, et puis c'est un compatriote, et ça l'appelle comme exemple, il y a Rolanda, et puis il y a à soutenir, et puis chacun dans son point œuvre pour qu'après, nous sommes tous à résultat. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Kalunda Kumba